Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. On n'a pas le pouvoir de faire de la peine à l'autre, en vérité. En fait, on est tous responsables un petit peu de ce qu'on va vivre. Donc si quelqu'un... Je prends un exemple concret. Moi, j'ai déjà été avec un garçon qui me quitte. Et évidemment, je suis triste. Mais finalement, après, est-ce que je suis pas moins triste qu'il m'ait quitté, que du coup, j'ai compris des choses et que finalement, en fait, est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui a pas envie d'être avec moi, mais qui prend sur lui pour pas que j'ai de la peine? La réponse est non. Donc du coup, apprendre à s'autoriser à blesser l'autre, à ce que l'autre ressente quelque chose, ça permet de quand même avancer parce que on se responsabilise trop du résultat chez les autres. C'est-à-dire que oui, peut-être que sur le moment, ça va pas être cool pour lui. Mais c'est dans son chemin de vie. Peut-être que ce moment-là, il va vachement l'aider. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Bérangère Krief, que vous avez peut-être découverte dans la série Bref, où elle jouait le plan cul régulier de Kian Kojandi, dans des films ou sur scène, notamment dans son spectacle Amour, nommé au Molière de l'humour et qui est désormais disponible sur Prime Video. Elle est actuellement en rodage de son 3e spectacle Sexe, sur lequel j'ai la chance d'avoir bossé un petit peu, donc on a passé pas mal de temps ensemble ces derniers mois, et elle est absolument merveilleuse, elle est brillante, donc j'avais très envie qu'on se pose toutes les deux avec des micros pour parler de plein de trucs, d'hypersensibilité, de comment écrire de l'humour quand on pense au fond avant de penser à la forme, de la difficulté à être une femme qui a du désir, de l'image que les gens ont d'elle qui ne correspond pas toujours à la réalité, de comment trouver un équilibre entre s'écouter soi et prendre soin des autres. Et puis dans cet épisode, il y a plein de métaphores ainsi qu'une super idée de titre pour son prochain spectacle. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va ? Comment ça va ? Un peu tendue, à 3 semaines de la première de mon nouveau spectacle. Là, je me suis dit, j'étais dans le métro, je me suis dit, tiens, let's go vivre avec cette boule au ventre pendant les 3 prochaines semaines. Mais bon, ça va, je vis avec. Voilà, je ne lutte pas, je vis avec. Ça fait combien de temps que tu fais de la scène ? Ça va faire plus de 10 ans. Et tu stresses encore physiquement ? Après, je stresse pas de la même manière. Là, je la regarde, la boule, et je dis, bon, ok, viens à côté de moi, on s'assoit, on va vivre avec. Il y a 10 ans, j'étais genre... je mangeais pas. J'avais arrêté de manger. C'est la première fois que j'avais un stress l'inverse. D'habitude, je mange. Là, j'ai plus faim et vraiment infecte avec mon entourage. Oh. Ne me posez pas de questions, en fait, parce que moi, je vais jouer, en fait. C'est ça qui se passait il y a 10 ans. Donc non, il y a une amélioration. Mais constat, le stress est quand même là. Ah non, jamais. Je sais pas si quelqu'un monte sur scène en se disant, tu sais quoi ? Pas de stress. Tu stresses pas, toi ? Si, ouais, je stresse, je crois, de réaliser que des trucs que je pensais communs à tout le monde, il y a que moi. Ouais. Genre, tu vois, je réalise qu'en fait, des fois, quand on pèse, il se passe ça, et toi qui fais pas du tout, non. C'est faux. C'est faux, tu es seul. Monstre. Non, vraiment, il y a ce truc un peu de ressenti. Mais de quoi t'as peur, toi ? C'est marrant, quand tu parlais, je me disais, tiens, c'est vrai de quoi j'ai peur. C'est le texte, moi. J'ai peur d'oublier, de plus savoir quoi dire. C'est fou, hein, c'est bizarre. Quand je le dis, j'ai l'impression que c'est nul comme peur. Oui et non, moi j'ai pris conscience de ça au Trianon. Donc la toute dernière du spectacle, 1200 personnes, c'était la plus grosse salle que j'avais jamais fait de ma vie. Et là, je me suis dit, j'étais sur scène et je me suis dit, putain, si j'arrête de parler là, plus personne ne parle. Et ça, c'est terrifiant. Ouais. Parce qu'il y a 1200 personnes qui seront comme, et quoi ? Et donc, fais ton métier. Ouais, oui. Ça, c'est terrifiant. C'est le stress d'être responsable de l'ambiance, en fait. Ouais, alors que vraiment, faut pas me laisser l'ambiance. Non. Non. Non, j'ai peur. Peur aussi que le sujet, que ça parle à personne. Oui, ça c'est la peur sous-jacente, encore pire. De pas être à la hauteur. T'as un peu le truc des gens t'attendent aussi. C'est vrai qu'on réalise pas très bien. Premier spectacle, t'es là. Moi, j'étais, tu vois, j'avais peur, mais en même temps, j'avais rien à perdre. Là, on te connaît, c'est mon 3e spectacle, donc il y a vraiment un truc un peu une attente, quoi. Donc bon, t'as pas envie de décevoir. Le précédent, Amour, c'était
au moins 100 000 spectateurs. C'est beaucoup, ouais. Ouais, c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup de gens. Mais en plus, toi, c'est assez marrant parce que t'as fait tellement de trucs différents que t'as chopé du public partout, quoi. Ouais. Je suis assez... je m'adapte très bien à tous les environnements. Genre, mais c'est quoi le truc le plus bizarre que t'as fait de ta carrière? En scène ou en... Les deux, tout. Parce que je sais que tu t'es déjà retrouvée dans des bails trop chelous. Peut-être j'avais fait... Il y avait un rassemblement, il y avait un plateau d'humour pour tous les maires des villes de France. C'est-à-dire que c'est le cirque d'hiver rempli de maires de villes. Pas des mamans, pas de la merde, des maires, M-A-I-R-E. Donc c'est un peu bizarre parce qu'en fait, ils sont tous très loin. Et je trouve toujours étrange quand tu joues devant un groupe similaire. Et là, que des maires. Du coup, il y a un truc qui se... Mais là, c'est un corpo, c'est pour l'argent. Je vois, c'était pas tant payé que ça. Ah merde. Du coup, tu t'es juste dit, moi, ce qui me plairait... Bah, je sais pas, le cirque d'hiver, je trouvais sympa, mais j'avais trouvé... les gens étaient loin et ouais, étaient seuls au milieu de ce rond. Non, qu'est-ce que j'ai fait de fou? Je sais plus. T'as pas fait des films où tu te dis, oh, pourquoi j'ai fait ça? Franchement, j'ai dit non à beaucoup de choses. Hein. Parce qu'à un moment, après Bref, où j'étais le plan cul régulier, si tu veux, j'ai eu beaucoup de propositions de meufs en culotte qui baissent sans sentiment et qui fument des clopes en disant ouais, c'est cool, mais j'ai pas d'émotion en fait. J'étais ah ouais, non, bah je vais pas baiser avec tout le paf. Tout le paf, juste vraiment, ouais, non, ça j'ai eu beaucoup. Donc j'ai pas fait. Ce que je trouve assez fou, c'est que ce que tu dégages grand public est vraiment très très différent de ce que t'es en vrai, je trouve. Ah ouais? Tu vois, ouais. T'as cette image, ouais, plus... Bah, tu vois, il y a ce truc un peu Bridget Jones qui te suit depuis des années, ce truc pas un mal peu... de temps maintenant. Ouais, où je m'attendais pas du tout à toi quand je te connaissais pas, tu vois. C'est très différent. Et du coup, c'est... Il n'y a pas encore de questions. Ah. Non, mais est-ce que toi, tu le sens, ce décalage? Oui. Je sais jamais. En fait, c'est comme si je savais jamais où me mettre. Parce qu'en fait, je crois que le monde est vraiment comme un rayon vrac de supermarché bio, tu vois. T'as les pistaches, les lentilles corail et tout. Et en fait, moi, dans mon prisme à moi, le monde, c'est des gens. Et il faut un peu, je pense, des équipes. C'est assez agréable d'ailleurs de se rendre compte qu'on fait partie d'une équipe. Et moi, j'avais pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours du mal à trouver mon équipe parce que je m'adapte un peu et qu'après, quand je rencontre des gens, j'ai très peu de jugement. C'était un truc de cœur en fait. Pour moi, c'est un humain. On est pareil, quoi, tu vois. Et mais après, aujourd'hui, je sens qu'il faut que en fait, tout ce qui compte, peu importe l'équipe ou quoi, c'est d'être aligné avec ce que t'es profondément. Et je pense que j'ai aussi grandi dans une famille que j'adore, hein, par ailleurs, mais pas du tout artistique. Donc, en fait, dès que je fais un truc un peu de saltimbanque, tu vois, tous les regards sont braqués sur toi et t'es la chelou de la famille. Et donc, il y a quelque chose où j'ai peur parfois, et je pense que ce spectacle-là, il vient épouser ça, c'est-à-dire m'autoriser à dire ça j'aime moins, ça m'inspire, à être un peu plus dans mon artistique et moins dans le côté divertissement de ma famille. Tu vois, parce que je sais pas si c'est un peu clair ou si c'est très métaphorique ce que j'ai dit. On a totalement abandonné cette histoire de vrac. Mais non, le vrac, c'est-à-dire que t'as plein de catégories de gens. Tu vois, en fait, on se catégorise par les métiers, on se catégorise par le milieu social, on se catégorise par l'artistique. Tu vois. Et toi, donc, tu te définis plus par l'endroit où ta famille te voit que par l'endroit où maintenant t'as été placée parce que c'est ton métier? Non, je pense que j'ai dû me construire en tant qu'artiste, vraiment. Parce que dans ma famille, personne me stimule à cet endroit-là. Tu vois, j'entends beaucoup d'interviews de gens qui disent « Ouais, mon père me montrait tous les classiques de je sais pas quoi. » Tu vois, quand t'as baigné dans ça,
Moi, j'ai baigné dans l'amour, j'ai baigné dans la famille, j'ai baigné dans le partage. Donc ça, je l'ai avec moi. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de stimuli à cet endroit-là. Et je me rends compte, je me dis, mais attends, mais des fois, on me dit, t'aimes quoi comme cinéma? Je peux te dire, ah, je sais pas. Bah si, en fait, je sais très bien. Mais parce que je l'ai fait en tant qu'adulte. Donc, c'est pour ça que c'est un peu flou comme réponse. Je sais pas si c'est clair. Mais je suis spectatrice comme toi de me dire oui effectivement je peux avoir je vais être très très populaire en tout cas connue dans quelque chose de très populaire et puis en même temps ben dans un registre plus comment t'appellerais ça plus intime ouais bah en fait on me connaît quand même donc du coup on est un peu alors qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça la question. Qu'est-ce que je dois faire pour être dans ma case de vrac, pour être en dessous de l'anticorail? Mais t'aimerais quoi comme étiquette à part l'anticorail? Non, je pense que j'aimerais... en fait, je me disais ça hier en promenant mon chien. Jojo, on l'embrasse. Jojo. Je me disais que, en fait, l'humour, pour des personnes, je pense que ça a été une bouée de sauvetage dans le rapport aux autres. C'est-à-dire, je suis enfant et en fait, il y a un instinct de survie qui dit je vais être marrant parce que en fait, c'est comme ça que je vais exister. Et je me suis dit, moi, je crois pas que j'ai ça. Mais pour moi, l'humour, c'est un média pour faire passer des idées. C'est une forme. Donc en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est peut-être embrasser un peu plus mes observations j'ai l'impression que j'analyse bien les gens, que j'ai un regard qui est intéressant sur la société, sur comment les choses fonctionnent, et qui des fois permet un pas de côté. On se dit ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est intéressant, et du coup ça accompagne les gens dans une autre vision, peut-être apaisante ou qui va peut-être calmer des choses. Et donc je me suis dit c'est pour ça que je fais de l'humour. Tu vois, je me disais j'ai pas cette rage de dire j'existe et je suis là, tu vois, parce que j'ai l'impression d'être là en fait. Mais je trouve que c'est parce que t'as reçu de l'amour, contrairement à tous les autres humoristes. Mais je l'entends complètement, et en plus je le juge pas du tout. Mais souvent moi je suis un peu je complexe un peu de pas sentir parce qu'on a tous monter seul sur scène, il faut avoir une pile au cul, parce que je veux dire qui fait ça en fait? Ça te le fait pas des fois, t'es dans une salle et tu joues, tu dis je ne connais actuellement personne et je joue. Heureusement que le switch dans le cerveau se fait, sinon ça n'a aucun sens. Enfin je veux dire sinon personne ne le ferait. Mais il y a cette rage, et en fait parfois ben je sens que c'est pas la même, mais c'est pas grave. Mais en tout cas je veux embrasser celle-là, celle que j'ai, qui est de dire des choses, j'allais dire concrètes, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, de partager une vision qui, moi, m'a aidée. Voilà. Donc, toi, c'est passé par l'humour, mais ça pourrait... Une thérapeute marrante, en fait. Thérapeute gaulerie. Non, oui, c'est un moyen de faire passer des choses. Ça aurait pu être du slam. Oui, ça aurait pu être des chansons, du slam, oui. De la politique. Non, c'est le stand-up. Comment tu fais du coup pour... Parce que c'est compliqué quand on pense d'abord au fond d'un spectacle pour mettre la forme qu'il faut et pour pouvoir appeler ça un spectacle d'humour. Parce que là, il y a quand même une promesse. C'est pas un seul en scène que tu fais, c'est un spectacle d'humour. Ouais. Eh ben, il y a beaucoup de boulot. Non, mais j'apprends à partir du fond. Parce que j'avais une petite étape que je suis en train d'un peu régler, c'est de me dire il faut vraiment que les gens ils comprennent le fond, tu vois, qui était un peu comme si je m'autorisais déjà à me dire je peux avoir du fond. Avant tu t'autorisais pas? J'ai mis longtemps, hein. Là ça va mieux quand même depuis longtemps, mais en fait j'ai observé, tu sais, pour moi on a tous une fonction dans le monde. En fait, je vois le monde comme une grande collectivité, une fourmilière, et chacun taffe à son endroit. Voilà, pour moi, c'est ça. Et chacun a une fonction. Et le but, c'est de comprendre ta fonction et juste de faire ta fonction. En fait, moi, je vais pas sauver le monde, je vais pas sauver la planète, je vais apporter ce que moi, je dois apporter. Et il y a quelques années, j'avais rejoint des gens dans un truc de vacances, mais je connaissais pas grand monde, tu vois. Donc, j'arrivais dans un groupe et je connaissais 2 personnes, tu vois. Et en fait, en partant, je me suis dit, qu'est-ce que ces gens, ils se disent de moi? Ils se disent qu'ils ont un peu rigolé. Mais
En fait, j'avais des conseils lecture, j'avais exprimé des lectures que j'avais faites un peu, c'est pas psychologique, mais en tout cas Tu leur avais parlé de 5 blessures. J'aurais parlé des 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, mais d'une manière un peu marrante. Mais c'était ce mélange-là. Je me dis, c'est ça que les gens ils retiennent de moi. Je suis, j'ai l'impression de me dévaloriser, mais je pense être très drôle. Mais quand il y a cette fonction-là, en fait, si c'est juste être marrant, je le suis un peu moins. Donc pourquoi tu me posais quoi comme question ? De base, c'était... T'as vu cette pensée en arborescence qu'il va falloir traiter. Donc comment je fais aujourd'hui ? Bah, quand tu... Enfin, c'est dur quand tu veux avant tout faire du fond, après mettre la forme par-dessus. Mais j'apprends à lâcher le résultat. C'est-à-dire que j'apprends à ne pas vouloir contrôler comment les gens vont recevoir ce que je vais dire et à préserver la souche, l'organique de ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a le truc du fond de moi. C'est-à-dire, j'ai une émotion, un sentiment, un truc à partager. Après, j'ai comment moi je le vis. Et c'est ça que je dois pas imposer au spectateur. Ouais, c'est pas la vie est comme ça, c'est moi, je trouve que via mes expériences. Voilà. C'est comme un goût, en fait. C'est comme si tu posais un bout de gâteau, tu dis, oh, j'ai ce gâteau, et l'autre, il goûte, et il aime pas, ça lui parle, et tu vois. Mais c'est lâcher le contrôle de se dire, il faut qu'il le reçoive. Genre, je sais pas, moi, si j'ai eu une épiphanie d'un truc que j'ai compris, je peux pas demander au spectateur d'avoir la même épiphanie. C'est pas possible. Il peut repartir avec, il aura peut-être l'épiphanie dans 4 semaines, mais juste qu'il ait une graine, en fait. Donc ça, c'est vraiment lâcher pour pouvoir le transformer en truc marrant et donc le décaler. Parce qu'effectivement, je pense que ça passe mieux. Et justement, utiliser le truc de l'humour pour faire passer ça. Et après, en relecture, des fois, tu te dis, mais attends, mais est-ce qu'on comprend bien ? Tu sais, c'est dilué. Et je me dis, est-ce qu'on comprend bien là ce que j'ai voulu dire au départ ? Ouais, c'est un taf de ouf. Je suis fatiguée, Fanny. Je sais. Je suis fatiguée et j'ai peur. Parce que je me dis, est-ce que les gens ils vont aimer tous les petits gâteaux que j'ai faits ? En plus, tu viens de m'amener des gâteaux. Mais oui, mais j'ai fait plein de gâteaux. Mais comment t'as réussi à te détacher du résultat et de la perception des gens de ce résultat ? Parce que l'humour, c'est vraiment l'endroit où tu le reçois le plus frontalement. Oui. Je sais plus comment ça a été vraiment, genre, en le faisant, quoi. En fait, déjà, dans Amour, il y avait vachement de moi. Et je commençais un peu à aller chercher ces graines-là et tout. Et à un moment, je sais plus, en fait, ça bloque dans l'écriture. Si tu t'accroches à ce que tu veux dire, en fait, c'est pas marrant déjà quand tu le fais. De base, ça s'enlève, j'ai l'impression. Je le sens, en fait. À un moment, quand je suis trop accrochée à mon truc, je dis, ouais, mais là, en fait, puis en parlant autour de moi, tu vois, je vois bien que l'idée passe pas, en fait, du tout. Que les gens font, bah, alors moi, ça me parle pas du tout. T'es là, ah d'accord, ok, pas du tout. Mais c'est pas le résultat qui est important, c'est vraiment retrouver la source pure du sentiment. Tu vois, je sais pas, là, je parlais de sexualité. En vérité, on a la sexualité, c'est tellement vaste, tellement différent pour chacun. Mais, par exemple, on est un peu relié par la solitude ou la sensation d'être tout seul dans un coin. Ça. Donc, tu vois, j'essaye de rattacher ça comme ça. Et comment tu sais que t'as trouvé l'essence de ce que tu voulais dire ? Ah bah ça, je te le dirai après ma première. Là, ça va être le test. En fait, là, je sais pas du tout et je crois qu'il faut accepter ça aussi. Je pense que tu peux pas savoir. Je sais pas, t'as l'impression, toi, de savoir, c'est en le faisant. Ouais, j'ai l'impression que moi, il y a un truc un peu un blocage de tant que tu l'as pas fait. Ah bah il y a un moment, c'est que dans ta tête, quoi. Après, sinon, si tu le partages pas, mais voilà, je pense que la difficulté, c'est d'accepter que peut-être à cet endroit-là, je serai seule. Maybe. Maybe not, mais maybe. Et c'est ça, je pense que c'est ça aussi la plus grande peur du spectacle, en fait, de le faire. Pourquoi le sexe ? Pourquoi le sexe ? Alors, oui, donc je précise quand même, le spectacle donc avant s'appelait Amour, là, le prochain s'appelle Sexe.
Écoute, ça a été un peu très intuitif. Pendant que je jouais à Amour, je commençais à réfléchir au prochain. Moi, ça vient assez tout seul. Il y a des moments, je sais pas, où je cherche pas du tout d'idées. Où... Il y a tes voix du matin qui te parlent? Oui, j'ai des voix intuitives. Mais ça te le fait pas, jamais? Pas du tout. Mais moi, en fait, souvent, c'est le matin. Et j'entends ma voix qui formule des phrases. Et il faut que je les note. Ah, donc c'est même pas toi? C'est ma voix, si, c'est un peu ma voix. Mais elle parle. Et en fait, Non, mais ça doit être génial d'être. Et en fait, il faut plusieurs. que je note. Non, mais il faut savoir qu'il faut noter dans un moment où t'as la tête dans le cul. Ouais. Et au début, je notais pas en me disant, en fait, c'est tellement limpide ce que ça vient dire que je le notais pas en me disant, putain, jamais je me rappelle. Donc là, tu me vois à 7h du mat, la cornée arrachée par la lumière de l'iPhone, en train de noter des trucs que je relis plus tard dans la journée. Et parfois, c'est vraiment des pépites, hein. En tout cas, c'est un départ de truc qui est assez juste. Et ça, mais en fait, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Le livre des coïncidences. Et donc, ça parle des coïncidences, des synchronicités. Et à un moment, il explique que c'est le docteur Deepak Chopra. Et il explique que, tu sais, quand tu cherches le nom d'un film, tu sais, tu te dis, putain, mais comment il s'appelle cet acteur, là, machin? T'oublies, tu fais autre chose. Et dans la journée, tu fais Ryan Gosling. Et en fait, il dit, c'est la capacité de ton cerveau à fonctionner tout seul. Donc, si je pose l'intention de me dire, tiens, là, j'aimerais vraiment raconter ce truc-là, en fait, mon cerveau enregistre ça. Et bon, il est du matin, apparemment. Et en tout cas, l'info, mais le Ryan Gosling arrive le matin. C'est ça qui se passe pour moi. Et donc, sexe, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, en fait, je voyais comme un chapitrage, amour, sexe, et ça me paraissait limpide. Et en même temps, je me disais, vraiment, je vais faire ça, en fait. Et après, j'ai revu toute ma vie parallèle d'une meuf qui a lu 53 000 bouquins sur la sexualité. Et j'ai un peu changé de prisme en me disant, donc là, t'es une meuf qui a enquillé pendant plus de 10 ans des bouquins pour comprendre comment ça marche, ce truc qui peut être si fou et si horrible. Et je me suis dit, mais non, mais c'est ça mon sujet. Qu'est-ce que je peux... J'ai pas le choix. Après, je réfléchis, je dis, de quoi je pourrais parler? Mais je n'ai pas le choix. Et c'est mon sujet préféré en soirée, en machin. J'adore évoquer les trucs de chacun. Alors après, tu vois, c'est un peu intime, mais d'un coup, tu sais, t'es dans des soirées où tu connais personne et paf, le sujet arrive. Et d'un coup, j'ai l'impression de connaître la personne. Évidemment, parce que avant, je disais ça pour l'amour, parce que déjà, dans une expérience de vulnérabilité où tu dis, là, je me suis fait larguer, j'attends un message, on se rencontre déjà mieux. Alors, le cul, c'est encore plus... là, c'est vraiment, tu te fais des poteaux forever. Mais c'est comme ça que c'est arrivé, la sexualité. C'est l'enquête d'une meuf qui est dans son coin, taf de ouf. C'est vraiment trop détective. Sur le sujet. Oui, littéralement. Ah ouais, trou. Ouais. Je vais l'appeler comme ça. S'il te plaît. Allez, je change tout. S'il te plaît. Et on l'appelle Trou Détective. Ah, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est une enquête. Mais c'est un sujet dont t'es à l'aise de parler? Alors, j'ai toujours ma famille que j'adore. J'ai pris cette place dans ma famille de la saltimbanque, on vient voir mon spectacle. C'est très familial, quoi. Donc et quand j'ai choisi, en fait, tout est intuitif, la voix du matin. Et c'est vraiment genre dans mes tripes, c'est ce que je dois faire, c'est le truc de la fourmilière. Là, je n'ai pas de doute. En revanche, ça me demande vraiment un effort de prendre cette place dans ma famille. C'est-à-dire de dire, les petites nièces, elles vont pas venir voir le spectacle, là. Tu vois, les petits cousins, ils vont rester chez eux. Et d'un coup, d'avoir une place d'adulte, en plus. Après, je sais pas s'il y a des gens qui sont ultra à l'aise de parler de sexualité devant leur famille. J'imagine que c'est un effort pour beaucoup de gens. Mais moi, mes parents, c'est tellement investi dans le spectacle quand... Vraiment, le spectacle, ils peuvent venir le voir, mais 10, 15 fois, tu vois. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vraiment une trouille que j'ai. Chaque fois que je répète là les mots, je me projette avec des membres de ma famille dans la salle. Et c'est un vrai travail sur moi que je fais pour me dire,
non, let's go. On va le faire. Je n'ai pas de doute sur le fait de le faire. En revanche, ça me demande beaucoup de courage. Du coup, tu vas demander à ce qu'ils viennent sans que tu le saches ? Bah déjà, ils venaient sans que je le sache pour les autres spectacles. Hein. Ma mère me faisait des surprises quand j'étais en rodage. Me demande pas mon avis. C'est vraiment c'est un truc d'entreprise familiale. Tu vois, je suis vraiment l'entertainment de la famille. Donc on vient voir. Tu vois, je suis la fête foraine, quoi. Et donc, on me demande pas, on me fait des surprises. Donc là, je ne sais pas comment, j'ai pas encore géré. Mais j'ai quand même briefé ma mère, mes parents comme un coming out cet été à table, un déjeuner d'été. Papa, maman, voilà, je voulais vous dire, mon prochain spectacle va s'appeler Sexe. Voilà, ce sera sur la sexualité. Bon, bah, très bien. Bon, bah, tu vas parler de sexe. Bon, ça va être vulgaire, non ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Bon. Hein, on va dire quoi à nos amis ? Bon. Et après, ils sont mignons parce qu'ils comprennent. Mais là, je sens que, tu vois, ils m'en parlent, mais c'est vraiment, ils me laissent faire mon spectacle dans ma chambre et puis on verra si je fais une représentation dans le salon, quoi. C'est vraiment ça. On sent la peur dans ma... Il y a un petit truc qui s'est serré, là. J'ai entendu la fin de cette phrase, j'étais oui, bah d'accord, bah reprendre l'air, peut-être. Ouais, non. Après, moi, j'aime bien aussi sur les spectacles. J'aime bien traverser des peurs. Je trouve que c'est intéressant, en fait. Tu vois, de pas rester dans mon truc, de me dire non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas leur faire ça. Mais qu'est-ce qui te dérange ? C'est quoi que ça vient titiller ? Ah bah après, c'est ce que je raconte dans le spectacle. En fait, ça vient titiller le fait. Je vais faire comme si je l'avais jamais lu. Oui, tu vas découvrir, Fanny. Non, mais ça me fait parler. Enfin. Ça vient appuyer un endroit où, en fait, dans ma famille, être une femme désirante, avoir du désir, c'est pas quelque chose que je vois, en tout cas dans le schéma, c'est pas quelque chose dont les gens parlent. Il y a vraiment un truc moi, dans ma famille, il y a beaucoup de couples qui restent ensemble très très longtemps, donc c'est vraiment des duos iconiques. Iconiques, ouais, vraiment. Et en même temps, je ne sais pas la sexualité qu'ils ont, je ne peux même pas, on n'en parle pas, et il y a un peu ce truc de ma mère, elle m'avait dit ça une fois, il y a les femmes qui aiment ça, puis il y a les autres. Je sentais bien que celle qui est un peu, tu vois, un peu vamp, qui est un peu désirante comme ça, ou un peu plus... Bah, c'est mal vu, quoi. Donc, en fait, moi, je démarre Moi, je crois qu'ado, j'ai toujours trouvé ça cool, la découverte. En fait, je me disais, la découverte du plaisir, elle est, genre, géniale, en fait. C'est une activité que je trouve trop cool. Mais l'image que ça a dans ma famille... ça m'a un peu... Donc, j'ai un peu honte d'avoir du désir. J'ai un peu honte de dire aux gens, ouais, j'aime bien, moi. Je trouve ça vraiment fun, le sexe. Je trouve ça cool. D'ailleurs, en fait, si tu réfléchis bien, ou si tu creuses à tel endroit, tu peux... En fait, j'ai honte de ça, en fait. Et comment t'as réussi... Alors déjà, prononcer cette phrase, moi, je trouve ça terrifiant. Comment t'as réussi à justement accepter le désir ? Si ça a toujours été un peu shamé dans ta famille ? Bah, je pense que en fait, moi, je suis trop dans les, vu que j'en parle souvent en soirée ou avec les gens que je connais et tout, j'entends trop de gens qui ont l'air de galérer à cet endroit-là, de pas comprendre ou d'être comme se sentir pas normaux. Tu vois, de se dire putain, mais je sais pas, moi je galère ou c'est compliqué ou... Et en fait, dans mes recherches, j'ai compris tellement de trucs qui m'ont aidée et qui m'ont fait me sentir moins à côté de mes pompes à cet endroit-là, et en droit de ça, que je ne peux pas ne pas le partager. J'ai vraiment à cœur de dire aux gens qui se sentent comme, j'allais dire, handicapés ou, tu vois, ou empêchés à un endroit dans la sexualité, qui sont pas heureux profondément, et que c'est compliqué de leur dire, alors attends, en fait, peut-être que tout va bien, mais peut-être que il faut questionner comment, dans quelle mesure, dans quel environnement, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux dans le sexe. Parce que je pense qu'il y a deux activités en fait dans le sexe. Il y a vraiment
la recherche du plaisir global, je parle pas forcément d'orgasme, mais que ce soit un moment joyeux. Et je pense qu'il y a une autre partie où on vient combler des peurs, des frustrations. On crée ça, en fait. Pour moi, il y a vraiment 2 ambiances, en fait. J'ai l'impression, c'est ma théorie. Mais du coup, il faut bien se connaître et bien être clair avec soi-même, je pense. Aussi pour ça. Donc tout ça pour dire que, en fait, à un moment donné, je me suis dit, je viens d'avoir 40 ans, je vais pas me cacher et c'est plus fort que moi. Hein. En fait, là, j'ai peur de ce que ma famille va penser, mais si ça se trouve, ça va les aider aussi. Parce que c'est à l'avant tout. Ça te fait quoi de savoir que tu vas aider tes parents à mieux ken? C'est cette phrase que je ne peux pas prononcer, Fanny. Non, mais je sais pas. Et puis si ça se trouve, en fait, d'un coup, on peut peut-être en parler. En fait, il y a parler de cul, tu vois, genre parler de cul. Parler de cul et parler de sexualité. Ouais, quoi. et d'un fait, tu vois. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais en fait, c'est quand même sympa d'avoir une sexualité, quoi. En fait, c'est quand même quand c'est bien fait, quand tout le monde est bien, c'est quand même vraiment génial. C'est mieux que tout. Que le yoga, que tu vois, le foot ou j'en sais rien. Non, pas le foot, Fanny. Merci. Pas le foot, Fanny, pardon. Disons que le foot, on est 22, quoi. Non, mais l'émulation du football, tu vois, il y a un truc, en fait, de connexion, de communion. Il y a un truc de joie collective, qui est assez similaire à... Mais on oublie que c'est ça le projet, en fait, au départ. Peut-être, c'est quand même un truc de vraiment on est au plus près des personnes. Hein. Là, il n'y a pas d'espace, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment toute ma vie, il y a eu plein de moments où je comprends pas que ça marche pas. Mais il y avait cette exploratrice au fond de moi qui vraiment t'es en train de te demander si tous les bruits qu'on entend autour de nous. Ça va être bien. J'ai juste Parce que vraiment, on a l'impression qu'on est dans un collège et que c'est la fin des cours et que tout le monde a décidé que là... Tu parlais des 2 aspects du sexe, l'aspect plaisir. L'aspect plaisir et l'aspect où on comble des choses et tout. Ouais. Tu penses que beaucoup de gens confondent les 2? Ou en tout cas ne se rendent pas compte de la distinction? Je pense que davantage aujourd'hui, parce que pour prendre du plaisir, il me semble qu'il y a une notion un peu de temps et de... je mets le mot, hein, je m'en fous, mais de pleine conscience. Non, mais il fallait qu'il arrive. On est quoi, 33 minutes. Allez. Non, mais un truc de... je veux dire, imaginons que tu vas faire une balade. Tu vas te balader, soit tu regardes le paysage, tu regardes les arbres, tu t'émerveilles d'un oiseau qui vole, soit tu es sur ton téléphone et tu fais autre chose. Et donc la balade, en fait, t'as marché pareil, mais t'as pas vécu la même chose. Donc c'est en ça que je dis, parfois on est là, on veut... en plus, aujourd'hui, tout va hyper vite, t'attends même plus. Là, à Paris, en tout cas... Tu fais même pas tes courses. Tu as un truc, là, t'as pas de beurre, le mec arrive. La vieille boumeuse qui vient de faire un geste télécommande dans toute la pièce. Non, mais de téléphone. Oui. Bon, tu fais comme la télécommande. J'ai fait comme la télécommande, mais oui. Mais t'es là, tu peux avoir un plan, un rencard, une plaquette de beurre, une pizza avec ton téléphone et tu n'attends plus. On n'a plus aucune patience pour les choses. Donc effectivement... la quête du plaisir dans quelque chose de... je trouve qu'elle se perd. Et donc, je vois vraiment le sexe comme une consommation. On se dit, là, je veux un plan, t'as même pas... Même aujourd'hui, ça s'est démocratisé. T'as même plus envie, tu veux pas dormir avec la personne. Oh, génial, le mec est rentré chez lui après. Et effectivement, c'est sûr que pour ce que tu voulais faire... C'est mieux que tu t'étires pas le truc où le gars il dort chez toi alors que vraiment c'était pas ton projet. Mais en ça, je trouve que c'est assez mécanique et en fait les corps, quand on se connaît un peu, je veux dire le corps, il répond à des stimuli. Tu frottes à un endroit, tu secoues ça, tu machin, t'as un orgasme. Enfin, globalement, ça, pour la plupart des gens, il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais globalement, c'est un peu ça. Et je pense que ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ont une vraie volonté d'une grande balade en forêt. Et qu'on leur dit, non, c'est ah non, t'as 15 minutes avec Damien, là, c'est en salle 3. Et tu dis, ouais, mais j'y arriverai jamais, en fait. Je sais pas.
c'est mes théories, après je suis pas sexologue, hein. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, et je pense qu'il y a des gens qui savent pas. C'est comme si j'avais cherché mon club, mon truc de vrac, tu vois, bio, ouais. dans la sexualité, et ça j'ai vraiment mis du temps à trouver. Et en fait, parce que au départ je me disais comme d'hab, y a pas de, c'est une grande vitrine. Mais après je me suis dit ah oui non, ça cette pratique là, c'est pas mon délire ça. Après ça non plus, le faire comme ça non plus. Et du coup, je trouvais pas comment moi je veux le faire. Et quand ton délire c'est la grande balade, appelons ça comme ça, le temps, voilà, pas de performance, pas de, en fait, il y a pas de club vraiment, il y a pas de nom hein, de club de ça. En fait, c'est des gens avec une montre qui ont du temps. Des retraités. Des retraités. Donc j'ai mis un peu de temps à assumer ça et à me dire non, en fait, vraiment là, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ça. C'est ma charte, en fait. J'avais pas vraiment de charte vu que j'étais dans mon grand monde à moi de on est tous pareils. Et faux. On a quand même chacun un fonctionnement différent. T'as appris quand à t'écouter ? J'ai mis vraiment beaucoup de temps. C'est marrant que je m'entende aujourd'hui quand même parler. Ça veut dire que j'ai bien bossé. Non, je pense que ça fait un peu moins de 10 ans quand est arrivée la notoriété. Ça m'a fait un choc thermique. Pourquoi ? Parce que je me suis dit... en fait, d'un coup, je marchais et les gens avaient une image de moi. Et moi, je connaissais pas les gens. Et j'étais coincée comme une boule à neige, tu vois. Les gens m'avaient mis dans une boule à neige. Et j'étais... Alors, attendez, je suis ça, mais je suis plein d'autres choses aussi. Donc, l'image qui savait de toi, c'est le plan cul régulier dans Bref. Ouais, là, c'était ça. C'était... ouais. Et puis, il y a un peu le côté un peu humoriste. Alors, du coup, les gens, ils sont là, ils te tapent dans le dos. T'es toujours contente, tu dois toujours être joyeux. T'es toujours sympa. Puis non, moi, je suis un peu timide quand même, tu vois. J'arrive jamais à un endroit et tu m'entends très fort au loin, tu vois. C'est vraiment genre comme un chat, moi. Je fais vraiment... Donc, c'était très compliqué. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à me dire, OK, de quoi t'as besoin pour être bien ? Qu'est-ce qu'il faut ? Comment tu peux vivre avec les choses aussi qui sont là ? Et puis j'ai mis du temps, mais tu vois, je voyais un coach, il me disait, OK, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'était le truc des 3 kiffs par jour, là. Faites 3 choses que vous aimez faire par jour. Je ne savais pas quoi faire. Il me disait pas manger un gâteau. Il me disait vraiment... Mais c'est quoi alors, comme exemple ? Par exemple, aller marcher sur les quais. Par exemple, moi, j'aime bien marcher au bord de l'eau. Ça, c'est une activité qui me fait du bien. Faites 3 trucs comme ça. Genre, je sais pas, moi... écouter de la musique classique pendant 1 heure, regarder le ciel. C'est vraiment un truc qui te fait du bien profondément. Et j'étais chez moi, je réfléchissais au truc, je me disais, mais non, je sais pas. J'en sais rien. Toi, tu sais ? Non ? 3 trucs que t'aimes faire ? Moi, tout ce que j'aime faire, c'est toujours lié à mon taf, quoi. Ouais, mais c'est ça le truc. À un moment, c'est lié à ton humanité. C'est lié à toi en tant que femme. Et ça, c'est dur. Parce que moi, j'étais tout dans mon taf. Quand j'avais 30 ans, j'étais... Et en fait, quand il y a eu le succès, quand je rentrais chez moi, le gap était hyper... C'est-à-dire que c'était génial, mon taf est génial. Et en fait, j'étais complètement déséquilibrée parce que quand je rentrais chez moi, bof, pas beaucoup de... Et l'écart, il est hardcore, en fait. Ouais, c'est chaud quand ton taf est chouette et que c'est un truc épanouissant, de pas être déçu par la vie perso, quoi. Ouais, mais ça, en fait... Je sais plus qui c'est qui disait ça, que la vie c'était comme une chaise. Donc t'as la famille, ton travail, l'amour et je sais plus ce que c'est, t'en as un 4e et si t'en as un qui est déséquilibré, ta chaise elle est bancale. Et c'est un peu mettre ça et j'étais assez contente parce que aujourd'hui j'adore mon métier mais je me sens équilibrée, c'est-à-dire que si je travaille pas, j'ai pas l'impression de ne pas exister, tu vois. Je me dis, en fait, en tant qu'humain, je peux faire des trucs, quoi. En tout cas, moi, ça me rassure. Après, peut-être qu'on n'est pas obligé de tous vivre ça, hein. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à m'écouter parce que j'ai vu les conséquences
du fait de ne pas s'écouter. Et comment tu fais quand tu t'écoutes et que tu réalises que ce que tu veux, ça va pas être cool pour d'autres gens? C'est tout le travail. C'est-à-dire que c'est dans quelle équipe t'es. Parce que moi, j'ai des traits comme ça. À un moment, vraiment, tout le monde autour de moi était content, sauf moi. Et ça, je pense que c'est le lot de chacun. On a appris à... Enfin, c'est tellement... tu vois, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain. Enfin, même si, tu vois, moi, j'ai eu aucune éducation religieuse, je veux dire, je me le suis pris quand même dans la gueule, quoi. C'est, oui, mais les autres, ah bah oui, mais si tu fais ça, il va être triste. Bah ouais, mais à un moment donné, c'est qui est triste, en fait. Et puis, apprendre aussi, ce qui m'a fait du bien, c'est d'apprendre que, en fait, si tu fais... Enfin, on n'a pas le pouvoir de faire de la peine à l'autre, en vérité. En fait, on est tous responsables un petit peu de ce qu'on va vivre. Donc, si quelqu'un... Je prends un exemple concret. Moi, j'ai déjà été avec un garçon qui me quitte. Et évidemment, je suis triste. Mais finalement, après, est-ce que je suis pas moins triste qu'il m'ait quitté, que du coup, j'ai compris des choses et que finalement, en fait, est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui a pas envie d'être avec moi, mais qui prend sur lui pour pas que j'ai de la peine? La réponse est non. Donc, du coup, apprendre à s'autoriser à blesser l'autre, enfin, en tout cas, à ce que l'autre ait de la peine, à ce que l'autre ressente quelque chose, ça permet de quand même avancer parce que on se responsabilise trop du résultat chez les autres. C'est-à-dire que oui, peut-être que sur le moment, ça va pas être cool pour lui. Mais c'est dans son chemin de vie, dans sa vie à lui, peut-être que ce moment-là, il va vachement l'aider. Peut-être que si je l'avais pas fait, ou pas comme ça, ou pas frontalement, en fait, du coup, déjà, t'es pas quelqu'un... Enfin, déjà, il va t'en vouloir parce que tu as fait de la peine. Et en plus, il va se dire... Et en plus, ça fait 2 ans que... Tu vois, je dis une connerie, tu vois. Je vais pas au bout de mes phrases. Ouais. Des fois, j'écoute des podcasts et je vois que la personne est dans son chemin de pensée et ne finit pas ses phrases. Je suis actuellement en train de faire ça. On va faire un jeu en commentaire. Vous pouvez terminer toutes les phrases de Bérengère. Mais tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est... Ouais, si, je vois, tout à fait. Et en fait, ça, c'est... En tout cas, moi, les choix que j'ai faits où je me suis dit, OK, alors déjà, 2 choses. C'est-à-dire que les choix que j'ai faits en me disant, oh, mais là, en fait, si mes parents ou si... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que ça va faire chez l'autre? Déjà, 1, il s'est rien passé. Globalement. Ou en tout cas, pas le film que j'avais prévu. Et 2, plus tu t'écoutes, plus autour de toi, ça crée un sillon de gens qui se disent, oh, mais attends, mais elle s'écoute, elle fait ça. Ah, c'est inspirant. Ah, en fait... Tu vois, exemple, je travaille sur moi, je fais beaucoup de développement personnel et tout, et je deviens un peu chiante parce que je veux que le monde entier ait vécu ce que j'ai vécu. Et donc, je suis un peu chiante avec mes amis, dans ma famille, je me la ramène parce que je dis, mais attends, parce que dans le stage, tu sais, il dit ça. Et en fait, c'est comme les véganes de l'esprit, quoi. Voilà, j'étais vraiment dans le prêchage et je voulais que tout le monde ait vécu le même truc pour moi, que moi, pour que je sois tranquille et pour que, en fait, on fonctionne comme dans mon monde. Ça a été des conflits avec mes parents, tu vois, ils sont là, oui, mais on te reconnaît plus. Enfin, tu vois, il y a une scission qui s'opère depuis que j'en ai plus rien à foutre et que je dis, ah, j'ai fait un stage, j'en parle même pas, ça n'a... Et en fait, ça impacte beaucoup plus. Tu vois, et ma mère, elle va me dire, ah là, j'ai fait comme toi l'autre jour, ça m'a vachement aidé. Attends, tu te dis, merde, c'est le moment où tu t'en as plus rien à foutre que ça opère. Mais il faut avoir la foi là-dedans parce que si tout le monde est un peu mieux avec lui-même, je pense que sur plein de niveaux, ça serait vraiment plus chouette dans le monde, quoi. Parce qu'on est frustré. Parce que si tu fais pas les trucs que tu veux, après t'es frustré. Tu te dis, oui, mais l'autre, il a fait toi, alors que toi, tu t'es pas écouté. Mais du coup, c'est pas épuisant des fois d'essayer d'analyser comment toi tu penses et tout, et vu que les autres le font pas, toi t'es face à des murs et t'es comme, mais si tu fais ça, c'est parce que ça, sauf que... Ah oui, si, après ça, c'est une autre étape. C'est vrai que pendant longtemps, je me disais, il fallait que je m'épuisais tellement d'expliquer ce que je comprenais. Maintenant, j'attends que la personne soit prête ou me demande. J'apprends en fait, c'est comme si on marchait tous dans un chemin. Puis l'autre, il a un chemin un peu tortueux. Je le vois, il me sollicite pas, il m'entend pas. Et quand il sera tombé dans un trou, peut-être qu'il va se dire, ah, je me suis fait mal. Peut-être que, en fait, chacun chemine pour lui-même, en fait. Mais moi, je vais pas sauver les gens. C'est pour ça que je suis contente de faire un spectacle, parce que d'un coup, t'as un auditoire qui vient et qui prend ce qu'il a à prendre,
Ensuite, chacun, tu vois, je me responsabilise pas de sauver le monde, quoi. Ça sera pour le 3e spectacle. Sauver le monde. Oh, toi, appelé sobrement, sauver le monde. Comment j'ai sauvé le monde? Bérangère Krief sauve le monde. L'enfer. Toi, ça te le fait d'avoir envie de sauver des gens et de pas leur dire et de... Plus maintenant, non. Avant, j'avais beaucoup T'avais ça, ce je truc de- crois. Maintenant, non. Des fois, j'ai envie de les aider à faire des trucs. Tu vois, je me dis, ah, ça, peut-être on peut un chouïa tirer des trucs vers le haut, mais les sauver, oh là là. Oh là Oh là 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 là. Flemme. Ouais. Ouais, Non, puis ça aide pas, en fait, parce que si la personne ne le fait pas aussi... ne met pas une énergie d'elle-même, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de voir le potentiel chez l'autre. Je pense que ça, en amour, ça nous met beaucoup dans la sauce. Tu dis, mais si, je te dis que Quand tu seras fini, tu seras super. c'est une vieille grange actuellement, c'est un corps de ferme, mais imagine, projette-toi. Tu fais des travaux, mais putain, les travaux, on sait ce que c'est. C'est épuisant. Et puis surtout, si l'autre a envie d'être un corps de ferme en friche pendant toute sa vie, il est libre de l'être. Il faut aussi accepter, tu vois. On adore les métaphores. Hein. On est très métaphore tout le temps. Tout le temps. T'as un rapport au corps qui est très intense. Ah ouais? Ouais, je sais pas, tu fais toujours des trucs. Oui. Tu te lèves à 7 heures pour faire de la méditation. Et personne t'avait rien demandé et tu t'es dit dans l'amour, vas-y, je vais faire du cerceau. C'est vrai que personne ne m'avait rien demandé. Tu fais bien de me le rappeler. Ouais, j'ai un rapport au corps qui est que je pense que je suis quelqu'un qui est je suis beaucoup dans ma tête, mais c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que c'est un truc qui va, encore une métaphore, mais c'est comme un ballon de baudruche, tu vois, et s'il est trop gonflé, il explose, quoi. Et donc, en fait, c'est comme si, en passant par le corps, donc par le sport ou par la méditation, je diluais la quantité de choses qui étaient dans ma tête dans je faisais circuler dans tout le corps et j'utilise tout. Et souvent, ça me fait beaucoup de bien. Pour le cerceau, c'est plusieurs choses. Je pense que c'était un peu le dépassement de soi. Il y avait une volonté de faire quelque chose de spectaculaire. Cette émotion du cirque où on se dit putain, la personne va tomber ou pas. J'aimais bien en tant que spectateur. Tu vas me dire, les gens peuvent se dire ça. Et après, peut-être que... Est-ce que ça allait mieux dans ma vie? J'avais moins mal. Du coup, je me suis fait mal avec un cerceau. Je ne sais pas. Donc ça veut dire que tu as toujours besoin de ressentir une douleur, où qu'elle soit? Bah, en tout cas, je me suis dit, ça fait vraiment très mal le cerceau. Hein. Ben, Je me suis dit, pourquoi dans ta vie qui est beaucoup mieux qu'avant, tu vas décides quand même de te gainer très souvent. Ouais. Et d'avoir des bleus et tout. Mais j'étais très contente. C'était cool de partir d'un truc où t'as jamais fait. Et en même temps, c'est aussi le symptôme de quelqu'un qui dit vous voyez, je me donne, quoi. Enfin, tu vois, ça se voit en fait quand que tu t'as fait une activité. Regardez bien, je me donne vraiment. Et comme si je suffisais pas, tu vois, comme s'il disait ouais. Et en plus, elle fait du cerceau, tu vois. Mais et pourquoi ça vient d'où ce truc de comme si je suffisais pas? Bah, je pense que j'ai un peu de mal avec l'estime de soi-même, de me dire que ce que je fais suffit. Je sais pas comment dire. Bah, je sais pas. En même temps, mes parents, ils sont très, très contents toujours de ce que je fais. J'ai pas un truc de genre mes parents me calculent pas et tu vois, il faut que je montre que. Mais en fait, c'est une vraie bonne question, Fanny. Tu viens de me piéger. Non, j'ai pas la réponse de vraiment le fichier source de ça. Je pense que j'étais, et je le suis toujours, genre j'ai une sensibilité extrême. On a envie de mourir après la pleine conscience. Le mot est toujours galvaudé, mais je pense que je suis dans l'hypersensibilité. Mais c'est-à-dire que les choses sont enfin, t'as vraiment un fonctionnement à toi, tu te sens toujours un peu en marge, d'un coup tu surréagis sur un truc qui tu te dis mais en même temps c'est nul, mais en même temps j'ai quand même une émotion, donc qu'est-ce que j'en fais, machin.
Donc il y a un truc un peu, quand tu pousses les curseurs un peu loin, on se dit ah ouais non c'est bon. Elle est courageuse, elle est pas que c'est pas qu'une meuf qui chiale, tu vois. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça pour montrer aux gens que j'ai quand même de la force, parce que quand t'es hypersensible, tu te sens un petit peu écroulé dans des trucs où personne n'a l'air de s'écrouler. Et ça, c'est la solitude la plus profonde, je crois. Vraiment, tout le monde a l'air de très bien réagir et tout le monde va, enfin Bérangère, il y a rien là. Il y a moi qui m'effondre quand même. Et soit tu te dis, tu nies ton ressenti et tu te dis je suis une merde, soit tu te dis attends, là j'ai vraiment une émotion. Qu'est-ce que j'en fais ? J'emmerde pas le monde avec, mais en tout cas, moi, je la traite. Et en fait, ça passe par le corps. C'est-à-dire que faire du cerceau ou de la méditation, c'est être regarder tout ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que les émotions, c'est comme s'il y avait un filtre. Donc, l'émotion arrive. Et comme j'ai appris à me dire, non, mais l'émotion, elle n'a pas lieu d'être. En fait, ça, c'est ridicule. Ce qu'on vient de te dire n'est pas méchant. Mais toi, ça te pique. Donc tu ravales un peu ton truc, mais l'émotion, elle est quand même là. Donc à un moment, t'as un espèce de, ce que j'appelle un bocal, plein de boules d'émotions que tu n'as pas digérées, que tu n'as pas regardées, mais elles sont là. Et un jour, au beau milieu de rien, une drama queen apparaît, et c'est toutes les boules d'émotions qui sortent sur un truc vraiment minime. Et la personne fait, je ne comprends pas pourquoi tu surréagis. Mais parce que ça fait 15 jours que je retiens mon truc, tu vois. Et en fait, quand d'un coup, tu connectes vraiment avec le corps, avec le sport, avec la méditation, c'est vraiment, tu ne peux pas te mentir sur ce qui se passe. Quand t'es sur un cerceau, tu peux pas être à côté de tes pompes. Tu peux pas... je l'ai vraiment vu, j'ai failli tomber qu'une seule fois. Et vraiment, c'est un jour où j'ai pensé à autre chose. Non, là, tu ne peux pas. T'es là, t'es maintenant, tu regardes où tu mets tes mains, comment tu portes ton truc. Donc, c'est vraiment un truc d'instant présent. Et ça me permet juste de, quand l'émotion arrive, de dire ah, j'ai juste une émotion, je le dis, j'en fais pas tout un et t'évacues, pas je stocke. Deep, hein. J'adore. Hein. Mais c'est à la fois très logique, à la fois très compliqué d'avoir cette hypersensibilité et d'être dans le domaine artistique. Ah, c'est hyper dur. Franchement, quand je lis les trucs d'hypersensibles là sur Instagram, 5 raisons de savoir si vous êtes hypersensible, vraiment j'ai les 5 quoi. Et je suis là. C'est pas une collection. Hein. C'est vraiment genre là pour le coup c'est mon petit groupe et j'ai été contente de mettre un mot. Et j'étais contente d'être des lentilles corail hypersensibles parce que vraiment je me suis dit ah ok donc c'est pas isolé, je suis pas juste une personne. Et en fait c'est dur parce que en fait tu dois te protéger de trucs. C'est comme si j'étais une éponge malgré moi. Donc dès que je vais moi quand je vais à un endroit je repars, j'ai vu 1000 trucs qui servent à rien que j'ai stockés. Par exemple, je suis sur un tournage. Comme t'as beaucoup de loisirs quand t'es acteur, t'attends que les choses se fassent. Moi, j'observe tout, tu vois. Je vois, l'assistant déco a oublié l'accessoire. Il va s'engueuler. Ah bah oui, il va s'engueuler. Ouais. La tension entre l'assistant réel et la maquilleuse. Ah oui, là, il vient de se prendre la tête. Donc, je vois tout. Mais je prends les boules d'énergie, les boules d'émotion des gens et je pars avec. Et ça, t'arrives pas à ne pas le faire ? J'apprends à moins le faire ou à mieux gérer, par exemple, à faire beaucoup de moments où je suis toute seule, par exemple. Batterie sociale à plat, je reste toute seule. Avant, je restais jamais toute seule. Donc, j'étais tout le temps en sur-régime. Maintenant, je me dis, je serais pas un bon humain dans une société, donc je m'isole. Et ça me fait beaucoup de bien. Je vide aussi régulièrement. Ma petite technique, c'est de prendre un bain et d'attendre parfois de pleurer et de dire tout ce qui m'a fait de la peine, tout ce qui, tu vois. Et d'un coup, l'émotion, elle vient et c'est comme si t'as envie de vomir et tu vomis, quoi. Donc, tu te mets les doigts dans la gorge des émotions, quoi. Oui. Okay. Et ça, c'est ma petite technique et c'est vraiment trop bien. Ça me fait trop de bien et j'ai moins de grosses crises, en fait. Mais après, oui, au quotidien, dans l'artistique, c'est super parce que des fois, t'as une sensibilité qui fait que tu vas voir, tu vas observer, donc c'est un super pouvoir. Et en même temps, il faut savoir se dire, ah, là, tout est ouvert et je suis dans un environnement qui me convient pas. Comment je fais? Comment je me protège? En fait, il faut trouver son trick, chacun a sa petite technique, tu vois. Mais il faut être conscient, en fait, des choses.
Parce que moi, je me rendais pas compte, tu sais. Genre, des fois, tu suis des groupes qui sont pas hypersensibles. Et eux, ils sont super bien. Au bout d'une semaine, t'es en PLS, t'es là. Mais je comprends pas, je suis vraiment mal, quoi. Un tournage et tout, pour moi, c'est beaucoup de... Tu vois, par exemple, je ne vais plus à la cantine. Mais pas parce que j'aime. Moi, je trouve ça Tu détestes les techos. Non, c'est ce qu'on m'a dit. Mais non, mais j'adore. En plus, quand tu méprises les équipes. J'aime vraiment l'esprit d'équipe. Mais si je vais le midi à la cantine, je suis en tension tu vois, pendant très longtemps dans ma journée. Et alors les gens ils se disent bah putain, le mec il m'apporte mon plateau toute seule dans un coin du décor. Et moi je fais petite pause. Et en fait, j'ai appris à faire des trucs comme ça. Mais ça me coûte au début. Tu dis qu'est-ce qu'on va dire. Moi quand j'ai dit à ma mère bah putain tu sais maintenant je vais plus à la cantine, elle me dit ils disent rien les autres. Tu te rends compte dans quoi j'ai vécu. Tu dis ah ouais peut-être que pour les autres je devrais aller à la cantine. Bah non. Et après, tout le monde est content de me retrouver. Et moi aussi. Mais ouais, je pense qu'on est beaucoup. Et puis, en fait, que... hypersensible, c'est quoi on parle beaucoup de quotient intellectuel. En vérité, c'est pas tellement ça le sujet. Je trouve que c'est beaucoup l'émotionnel, en fait. Où ça touche beaucoup. Après, oui, t'es plus intelligent que les autres, peut-être, sur certains points. Et sachant que quand t'as pas été diagnostiqué très jeune, comme ça a été mon cas, en fait, tu n'utilises pas tes facultés... Moi, si je faisais un test de QI aujourd'hui, peut-être j'ai un QI qui est basique. Mais en fait, c'est sur l'émotionnel, moi, je trouve qu'il est intéressant de se pencher. Comment t'as appris à être seule ? Je l'ai traversé. Moi, dans ma famille, personne n'est seul. Jamais. C'est vraiment genre, mais t'es tout seul, ça va ? C'est vraiment genre trop chelou d'être tout seul. Donc vraiment, pendant longtemps, j'étais tout le temps avec des gens. Quand j'étais chez moi, toute seule, je vivais très mal ma solitude. Je savais pas quoi faire de moi, tu vois. J'allumais la télé. Quand je suis arrivée à Paris, il y avait des soirs où la solitude était imposée parce que tu connais pas grand monde, parce que personne n'est dispo. Et je pleurais, tu vois. J'étais là, putain, mais là, je suis seule. C'était terrible. Et après, quand j'ai commencé... travail sur moi, quand j'ai commencé à trouver peut-être comment dire, quand j'ai commencé à tourner les antennes à l'intérieur de moi, tu vas me dire attends, en fait qui je suis, pas par rapport aux autres mais par rapport à moi, ça s'est fait petit à petit, puis j'ai commencé à faire des choses toute seule. Je suis partie en week-end toute seule à Londres. Après c'était mon délire. Je voulais tout le temps faire ça, partir toute seule. Et mon plus gros truc, c'était de partir toute seule en Australie pendant 1 mois. Et au début, c'était la panique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il y a eu un moment où, en fait, le voyage a basculé et je me suis dit, en fait, je vais rien faire de spécial. Mon voyage, je peux même pas te dire le nom des villes que j'ai faites. J'ai pas visité grand-chose. J'ai pas fait tous les trucs qu'il faut faire en Australie. Mais j'ai vécu des moments. Et j'avais des émotions d'un moment, un coucher de soleil, un machin, un endroit où je me sens bien, peu importe le nom, si c'est à visiter ou pas. Et quand je suis rentrée d'Australie, vraiment, là, ça a été mon plus gros truc où je me suis dit, ok, en fait, là, j'ai passé du temps avec moi. Donc, j'ai plus jamais l'impression d'être seule. Je sais pas comment, c'est un peu chelou, mais je me disais, en fait, je suis avec moi. Je me date, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, tu vois. Et puis, vivre aussi au bord de l'océan, ça m'a vachement aidée. Je sais pas, je me sentais jamais seule, en fait, quand tu vas marcher. Enfin, moi, quand je veux marcher près de l'océan, je suis avec la nature, en fait. En fait, je crois que être seule, c'est... Après, ça va être vraiment très Miss France, ce que je vais dire. Mais en fait, la connexion à la nature, elle me permet de moins me sentir seule. C'est-à-dire de retourner à un truc hyper organique, d'appartenir à la terre, quoi. Je vais placer le mot Pachamama. La Pachamama, c'est la terre. Oh, waouh. C'est la terre. La terre-mère, tu vois, c'est celle qui nous accueille. Mais en tout cas, enfin... Je le dis là parce que je le ressens comme ça et que tu me poses des questions qui me demandent de m'analyser très, très profondément et je te remercie pour ça. Mais en tout cas, ce sentiment de solitude, il a été dompté et franchement, c'était pas gagné. Il y a des gens qui me disent, mais moi... Alors après, il y a des gens qui ne se nourrissent pas de la solitude. En fait, c'est pas une obligation. Si ça fait trop mal, ne restez pas seul. Mais moi, j'ai vraiment apprécié de traverser la peur d'être seule et de voir que de l'autre côté, moi, des fois, je peux rester dans ma maison, que tu connais maintenant. C'est une maison assez isolée, tu vois.
Mais je peux rester 3-4 jours sans avoir besoin de voir des gens. Mais ça, avant, et dans une joie non dissimulée. Enfin, si je la garde un peu pour moi, je me dis, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, vraiment, ça, avant, je pouvais pas le faire, quoi. Et tu faisais quoi ? La première fois où t'es arrivée seule, du coup, à Londres, t'as fait quoi ? Alors, mon premier week-end à Londres, il est... parce que moi, je suis pas une kamikaze, c'est-à-dire que je viens quand même d'un milieu où tout est très sécurisé, tout est très sain. Donc, dès que c'est malsain, je le sens, ou dans l'insécurité, vraiment, je le fais pas. Donc, vraiment, j'arrive à recréer des ambiances saines dans des endroits que je connais peu. Mais Londres, j'y avais déjà été avec mon ex, et c'était un peu de temps après cette rupture-là. Et en fait, je crois que j'ai fait un pèlerinage de tous les endroits où on avait été et où j'avais suivi un peu comme un mouton. Tu vois, il m'emmenait dans les trucs et j'avais dit non. Inconsciemment, j'avais dit non, mais moi, je peux y aller, j'ai pas besoin de toi. Là, j'ai retrouvé ça, ce restaurant. Et en fait, après, je me suis dit, c'est hyper glauque. J'ai fait quand même un pèlerinage de ce que j'aimais faire à Londres, mais sans lui, tu vois. Mais je le vivais pas non plus comme je vais à tous les endroits, on a été ensemble. C'était pas non plus ça. C'était vraiment un truc de meuf qui dit, j'ai pas besoin de toi. Et de dire, j'ai le GPS et je me repère. C'est juste que j'avais la flemme. C'est sûrement le discours de quelqu'un qui va se perdre la seconde après. Oui, bah, je me suis un peu perdue, évidemment, mais tu vois, j'avais vraiment ce truc un peu au fond de moi de ça. Et donc j'avais été un peu dans des endroits que je connaissais. Après, le deuxième truc que j'ai fait, c'est quand j'étais partie à Montréal avec... on avait fait un gala pour Bref Juste pour rire. Et on était tous à Montréal. Et moi, j'avais réservé 2 ou 3 nuits dans un hôtel à 1h30 de Montréal, au bord d'un lac. Et je voulais faire du paddle ou du canoë sur le lac. C'était mon objectif. Mais quand je suis partie, donc j'ai loué une voiture. J'avais jamais conduit en dehors de ma ville, tu vois, de la France. Et d'un coup, t'es à Montréal. Je sais pas pourquoi, quand t'es dans un autre pays que tu conduis, tu te dis, je conduis à Montréal. Et vraiment, le début, je dis, mais qu'est-ce que je fais ? Tous les potes, ils sont là. Je pars toute seule. Je dis, mais c'est quoi mon problème, quoi ? Et franchement, j'ai roulé 50 mètres, j'ai mis ma musique, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire, j'ai fait demi-tour. Non, j'ai pas fait demi-tour, non. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'étais trop contente, j'étais trop bien. Et j'étais trop contente de revenir après et tout. Mais je pense que la solitude, et en tout cas le silence, l'apaisement de la tête, parce que la tête fonctionne tout le temps, dans la nature, c'est vraiment mon remède pour pouvoir faire les deux, quoi. Et t'as directement trouvé des façons saines de pas être en surchauffe du cerveau tout le temps ? Bah non, j'ai mis longtemps. J'avais 32 balais quand j'ai compris qu'il fallait que je sois un peu toute seule des fois. Ouais, mais t'as jamais... Ah non, tu vois, j'ai pas moi, fait... tu me dis, je pense trop, je me dis, bah, fume un coup, tu vois. Ah non. Ce qui est pas une bonne réaction. Oui. Non, bah non, peut-être un moment... des fois, j'avais l'alcool festif, mais quand même un peu de blackout, un peu de, tu vois, un peu. Ah oui, quand même. Ouais, il y a eu un moment émotionnellement, c'était un peu intense. Et j'ai dans mon analyse de mes cuites, je me disais tiens, c'est marrant. T'as un tableau, dis-moi que t'as un tableau. Non, j'ai eu un tableau dans ma tête. J'ai pas fait un vrai tableau, folle. Mais il y avait des fois où je me disais pourquoi là tu vois, pourquoi tu switches le blackout, c'est quand même c'est pour beaucoup, moi ouais. vraiment c'est quand t'as vraiment t'en as plein le dos, que t'arroses avec du gin et puis tu te dis non, allez, ça on coupe, on lui fait une petite pause à la pauvre. Mais même là, je faisais jamais des trucs. Je veux dire, une fois, je dis, vous vous rendez compte ? Je suis rentrée, je ne sais pas comment, et je me suis réveillée toute habillée dans mon propre lit. Je me disais, c'est le cauchemar de personne, en fait. Vraiment, le cauchemar, c'est d'être toute nue dans un endroit que tu connais pas avec quelqu'un. Moi, j'étais toute seule dans mon lit, habillée, avec mon sac à main et ma carte bleue, n'importe quoi. Et ça, c'était vraiment genre la déglingue. J'ai raté mon cours de boxe et oh putain, j'ai pas entendu mon réveil. Je dis, ouais, non. Ça t'a fait un truc d'avoir 40 ans ? L'année d'avant, ouais. L'année d'avant, c'est comme une prépa. T'es sur le chemin et c'est comme un... un décompte, genre. Je sais pas si t'as fait ça, l'année du bac.
là, à la rentrée, tu te dis, à la fin de l'année, il y a le bac. Et tu te dis, putain, il y a le bac. Et en fait, quand tu arrives au bac, tu dis, bon, ça va, c'est le bac. En fait, ça fait une année que je prépare. Donc, mais les 40 ans, ça m'a un peu fait ça. Je me disais... Et il y avait vraiment quelque chose qui s'opérait depuis quelques temps. C'était ce truc du temps qui passe et de faire un petit deuil de la jeune fille qui arrive à Paris et qui va découvrir tout le temps des trucs nouveaux. Tu vois, à 40 ans, tu découvres d'autres trucs, mais tu découvres pas. Tu vois la soirée, tu sais, genre le moment où tout le monde fait « Allez, venez, on va là-bas, il paraît qu'on peut rentrer. » Non, tu n'y vas pas parce que tu l'as fait 15 fois et que tu sais que au bout du compte, ça va pas servir à grand-chose. C'est ça, en fait, c'est l'expérience qui fait que... Et donc, t'as plus quand même ce truc un peu d'aventure. Alors, je dis pas qu'il y a plein d'endroits où tu peux retrouver un peu une âme d'enfant et tout ça, c'est pas ce que je veux dire, mais t'as une sagesse qui s'installe. Et comme rien n'est valorisé dans la société pour dire que quand tu vieillis, il y a plein de trucs cool qui arrivent, du coup, t'es juste là en train de voir ta jeune fille qui part et qui te dit « Au revoir, Bérangère, merci pour tout. » Vraiment, j'avais ça. Je me disais « C'est terminé. C'est terminé. Ça, c'est fini. » Et il y a vraiment une notion de deuil, parce que oui, c'est terminé. Je n'arriverai plus à Paris, même si demain j'arrive dans une ville, je ne serai pas la même. Et j'aurais la flemme d'aller suivre ce gars que je trouve mignon parce qu'il a un petit rictus et que quand il sourit, il a une fossette et que je trouve ça marrant. Non, non. Parce que j'ai vu tous les red flags et que je les connais, tu vois. Enfin, je parle que de trucs de mec, mais ça va aussi dans le boulot, ça va aussi dans... Donc ça, c'est quand même le super pouvoir qui a été... Où je me suis dit, mais ça, c'est super. Et j'avais dit à une copine qui allait avoir 40 ans, je dis, on dit au revoir à la jeune fille, mais on dit pas bonjour à ce qui arrive. Et après, à la dame. À la dame. Mais ouais, il y a un truc un peu cool, en fait. En fait, t'as un truc où t'es un peu apaisé, tu sais où t'es, tu sais ce que tu fais, tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes, tu fais moins d'erreurs, quoi. Enfin, des erreurs faciles. T'as plein de choses que je vais apprendre, mais t'es entre deux, quoi. Et donc ça, moi, j'aime bien là, avoir mes 40 ans. Franchement, je les kiffe. Je me trouve vraiment mieux que quand j'avais 30 balais, quoi. Tu faisais quoi quand t'avais 30 ans ? Quand j'avais 30 ans, je m'écoutais pas, je savais pas ce que j'aimais faire dans la vie. Je croyais que ma vie, c'était rencontrer un mec et que tout était basé sur mon histoire d'amour. J'étais en PLS parce que les gens me reconnaissaient dans la rue et que je savais pas trop quoi faire et qu'ils me prenaient en photo quand j'étais à Zara avec ma mère et que ça me faisait peur. Enfin, tu vois, c'était ça mes 30 ans. C'était génial et en même temps, c'était vraiment genre... c'est comme si je commençais un truc mais j'avais pas les armes, quoi, les outils. Et là, je fais la même chose mais avec les outils. Je me dis, c'est trop cool. C'est plus serein. Mais... ouais, et des fois, tu te dis, ouais... il y a vraiment un truc. À 30 ans, j'entends beaucoup d'humoristes qui font des sketchs là. Oh, à 30 ans, ça y est, je suis vieux. Moi, je disais à 30 ans, je fabrique ma propre soupe. Oh, je suis vraiment vieille. Non, c'est faux. C'est à 30 ans, t'es vraiment jeune, quoi. Mais tu commences un peu une petite step de qu'est-ce que je fais là, en fait, c'est quoi le projet, qu'est-ce que on continue à jouer au jeu de la vie, donc du coup, il va falloir que ça se concrétise un peu mieux. Mais non, moi, j'adore avoir 40 ans. Vraiment. Je le conseille à tout le monde. N'importe quoi. Inch'Allah, on va jusque-là. Est-ce que je t'ai donné envie d'avoir 40 ans ? Mais franchement, moi, Toi, t'es comment avec l'âge, toi ? Je sais pas... Moi, j'ai un peu un toi, t'as stress 5 ans et demi. J'ai 5 ans et demi. Et tu vas bientôt avoir 6 ans. Oui. Et non, j'ai un peu un stress de la performance. De me dire, maintenant, quoi que je fasse, ce sera plus impressionnant. Tu vois, j'aimais bien être la petite... Le prodige. Ouais. J'avais un peu cette obsession-là. Maintenant que je commence à accepter que, trop tard, je crois que ça va. Hein. Mais j'ai l'impression que toutes mes potes, et tous mes potes masculins aussi, sont tellement plus heureux en étant plus âgés. Parce qu'en fait, pour moi, la trentaine, c'est vraiment arrête tes couilles. C'est vraiment, tu te dis ça à toi-même de... Tu fais semblant à qui, là ? Tout le monde s'en fout, tout le monde sait... Et juste, arrête de faire tes conneries, là. Juste, vas-y, on fait ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus chill et que, en fait, c'est mieux et t'as plus d'argent. En plus. Donc, vraiment...
J'aime bien faire ce que je veux, j'aime bien l'argent. Donc... Bah oui, mais faisons ça, faisons des terrasses, des pergolas, Ouais. Tu vois, ce genre de projet, quoi. Parlons verrière, déco. Non, mais ouais, c'est... Mais c'était cool, 30 ans, j'ai kiffé quand même, mais je pense qu'il a fallu traverser les 40 et de me dire de l'autre côté, de faire « Ah, mais ça va, en fait. Ah non, mais ça va. Ok, non, cool, ok. » Bah, après, t'as la pression sociale de moi, les enfants, le truc, le machin. T'as gynéco qui te demande « Bon, alors, du coup, comment... Bon, ça, c'est un peu chiant, le côté obsolète du truc. Mais sinon, vraiment... C'est un truc auquel tu penses souvent ? Non. Alors, je ne sais pas si c'est une surdose de confiance dans la vie. Mais je veux pas me prendre... En fait, c'est... Si je dois avoir un enfant, il arrivera tout seul. Enfin, pas tout seul, mais... En bagnole, il aura 18 ans. Il aura 18 ans, il sera super. Il aurait une Vespa, putain. Non, je sais pas, j'ai l'impression que... Ça a jamais... En fait, ça a jamais été un sujet, genre, est-ce que j'en veux ou est-ce que j'en veux pas ? En fait, vraiment, j'en veux. Mon frère, il a 3 enfants. À chaque fois, je tiens un nourrisson dans les bras. Je trouve ça, genre... Je me dis, c'est le jeu vidéo le plus fou qu'on ait inventé, quoi. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui fabrique des humains et enfin, c'est le truc, il a un peu la tête de mon frère, un peu la tête de ma belle-sœur, waouh, putain, et je l'aime parce que je le connais pas en plus. Non, moi, je trouve ça fou. Donc, j'ai un peu envie de jouer au jeu, tu vois, de me dire, oh, franchement, j'aimerais bien jouer à cette créativité-là. Et en même temps, je crois que je sais trop de choses. Là, aujourd'hui, tu sais, t'as toutes les meufs qui disent, j'aurais vraiment aimé savoir. Moi, je sais trop de trucs, les meufs. Moi, je suis trop de meufs en dépression postpartum, là. J'ai vu trop de photos. J'ai trop d'infos. Où je les vois, elles sont claquées. Elles veulent toutes dire qu'elles sont fatiguées, que c'est une fatigue qui est incommensurable. Et des fois, quand je me réveille le matin et que je suis fatiguée et que j'ai la flemme de sortir mon chien, je me dis que je suis pas prête et que je pourrais jamais le faire. Mais bon, après, je lis des trucs. Il y a des nanas qui mettent un peu des deux. Genre, je suis éclatée au sol, mais quel bonheur. Donc, je me dis, bon. Mais soit je suis trop naïve, mais soit je me dis, bon, en fait, ça doit se faire, ça se fera, quoi. J'ai confiance dans mes ovaires, en fait, je crois. Tout ce que je te souhaite. Hein. J'ai confiance dans mes ovaires. Mais après, c'est vrai, après, à 40 ans, t'as quand même... C'est moins facile, hein. Faut pas non plus se voiler la face. Mais je pense qu'une femme, elle sait, en fait. En fait, je pense que on connaît... quand je vois dans mes copines les différents parcours, celle qui va faire une PMA toute seule, celle qui fait... en plus, j'ai vraiment un panel, tu vois, j'ai une copine qui a été qui a fait une demande d'adoption, celle qui essaye avec une FIV, etc. Et j'ai l'impression que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Enfin, il y a comme un truc intuitif chez une femme de se dire, en fait, si je veux vraiment un enfant, il va falloir que genre toutes celles qui étaient un peu inquiètes, effectivement, elles ont fait des tests et elles ont un petit peu pas beaucoup d'ovocytes, etc. Mais en fait, j'ai une copine qui avait vraiment fait cette démarche et elle a envoyé un message en disant, voilà, moi j'ai fait cette démarche, je vous le dis parce que pour pas que vous passiez à côté, les démarches et ça et tout. Et en voyant son message, je me suis dit, c'est marrant parce que je l'entends, mais ça m'appelle pas. Je me dis pas, ah, attends, ouais, elle a raison. Et moi aussi, ça me parle. Et je pense que c'est assez intuitif. On verra, on se fera une interview dans 10 ans, à ma ménopause. Je viendrai vous parler de la ménopause Grand et plaisir. de tous les bienfaits de la ménopause. Dans le 5e spectacle. Ça, je commence à lire des trucs dessus aussi. Je suis là. En fait, ça ne s'arrête Ça ne s'arrête jamais. En fait, le corps d'une femme, c'est vraiment une aventure de toute une vie. La ménopause, j'ai commencé à lire 2-3 trucs. J'ai fait, frère, je vais déjà vivre ça, là. Me souhaite la grossesse, déjà, si je survis, tu vois, ça. Mais la ménopause, les gars, mais stop! Je me suis dit, mais ça, c'est ça, être une femme toute sa life. Oh là là. Ça me fait un peu peur. J'ai pas envie de terminer sur la ménopause. Pourquoi t'es toujours éliminé en premier dans le LOL ? Il y a un serveur dans un resto là qui m'a dit je paye et tout, et puis à la fin il me prend un peu à part et il me dit
Bon, allez, la prochaine fois, vous partez pas la première. Hein. Un peu en aparté pour pas que les gens je entendent. reprends le pourboire. LOL, hypersensible. J'ai qu'un mot à dire. C'est-à-dire que tu prends tous les flips d'un hypersensible et ça fait LOL. Donc, je ne survis pas. En fait, moi, j'aime la cohésion de groupe. Donc là, en fait, c'est chacun pour sa part. Gueule, ouais. J'aime l'écoute, tu vois, on joue ensemble. Non, là, c'est vraiment une jungle. J'aime pas mettre l'autre mal à l'aise parce que je pense d'abord à lui avant de penser à moi, donc je ne fais rien. Je peux pas faire des trucs méchants, je peux pas mettre en difficulté, je peux pas éliminer quelqu'un. Tu vois, ça fait beaucoup. Et à un moment, en fait, c'est des rires de nerfs. Hein. Faut le savoir, hein, c'est des rires de meuf qui fait sinon j'explose. Et pourquoi t'acceptes alors? La première fois, la première fois, moi, c'était saison 1, toi? Saison 1, on est en confinement. Il s'est rien passé depuis 1 an. On parle de ça, je me dis, attends, mais génial, on va être avec des copains à rigoler. Moi, j'étais confinée à Bayonne, isolée, j'avais pas vu un pote depuis 1000 ans. Et d'un coup, je me dis, ah putain, attends, je vais à Paris. Bouffer d'air frais, tu vois. J'avais pas du tout capté, j'étais pas du tout préparée à ce que le jeu commence et que je fasse, je suis toute seule. Ah putain. Je suis déjà pas très bien avec moi, alors là, je vais pas être... Donc là, je m'effondre, j'avais pleuré dans la première. On s'en souvient. On s'en souvient tous. Et en même temps, je dirais que beaucoup de gens me disent « Oh, vous m'avez trop touchée, j'ai adoré. » Et je me suis dit... Parce que souvent, j'avais un peu honte de me dire... Ouais, non, c'était vraiment là, t'es nous tous. Tu vois, il y a un truc de nervosité, de merci, parce qu'il fallait que quelqu'un pleure, en fait. Et au moins, comme ça, c'est pas moi. Souvent, j'avais honte, je me disais, je suis quand même la meuf qui pleure dans un jeu où faut pas rire, c'est quand même vraiment... Pourquoi, quoi? Enfin, Bérangère a pas compris la règle, apparemment. Vraiment, elle est passée à côté du jeu. Donc, et ça m'avait surpris moi-même. Parce que vraiment, il vient avec son carton jaune. J'ai mes yeux qui se remplissent de larmes. Et tout le monde est vraiment dans une ambiance gaulerie, tu vois. Et d'un coup, il se retourne et moi, je suis en train de pleurer. Et j'essaye de camoufler parce que j'ai pas envie de mettre mal à l'aise les gens qui font « Oh, mais Bérangère, mais non, mais t'inquiète pas. » Et j'étais là, non, mais c'est rien, ça va passer. Parce que moi, je suis pas triste à ce moment-là. Je veux dire, c'est juste une réaction physiologique d'un corps en souffrance, de trop de tension, tu vois. Donc, ça me fait presque du bien de pleurer. Mais quand même, je tiens pas. Et la deuxième fois, je me dis « Revanche sur la vie. Ok. » C'est maintenant. Vous allez voir ce que vous allez voir. La vie me propose des choses. Et en fait, alors là, je m'étais hyper préparée. Vous aviez écrit énormément pour ça. Et ouais, le texte, j'avais beaucoup de skills. J'avais vraiment genre un placard plein. Alors que la première fois, je suis venue avec une main devant, une main derrière. Là, j'étais venue, j'avais des trucs et tout. Et je n'arrivais rien à faire parce que j'avais trop peur qu'on m'écoute pas. J'avais trop peur d'être humiliée, tu vois. Genre, mais non! De faire, hey les copains, peut-être qu'on pourrait faire, regardez mes panneaux. Et après, mais je suis rentrée chez moi, j'étais, mais je suis folle, en fait. Mais après, c'est aussi être comme je suis, quoi. C'est-à-dire que, oui, je survis mieux dans une ambiance où il n'y a pas de compétition. Toi, on va te faire participer à LOL. Kiri s'amuse bien. Kiri rigole. Merci beaucoup, Bérange. Merci, Fanny. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Toutes les dates de spectacle de Bérangère se trouvent dans la description, ainsi que tous les liens pour la suivre sur les réseaux. Prochain épisode des gens qui doutent dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou n'importe quelle plateforme, ou à me suivre sur les réseaux @FannyRuet pour ne rien manquer de la suite. Bisous! Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, le somptueux, le très très doux Maxime Moitieu.